Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs quel a été le rôle de la CIA dans la destitution du gouvernement? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez cette émission, aimez, partagez et commentez. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. J'ai parcouru 2500 km pour interviewer le Dr. T.M. Thomas Isaac. Le Dr. Thomas est l'un des économistes et dirigeants politiques les plus influents du Kerala. Il est membre du comité central du Parti communiste d'Inde, marxiste, ancien ministre des Finances du Kerala à 2 reprises et l'un des architectes de plusieurs initiatives majeures en matière de planification participative et de développement décentralisé. En tant qu'universitaire, auteur et intellectuel public, il a beaucoup écrit sur le développement du Kerala, les finances publiques et les politiques économiques alternatives. Son livre le plus récent s'intitule « Kerala, un autre monde est possible ». Si vous avez entendu parler du succès du Kerala, ce livre en est un chef-d'œuvre que je viens tout juste de terminer. Je vais parler de cet ouvrage avec le Dr. Thomas. Dr. Thomas, bienvenue dans l'Inde et la gauche mondiale. Oui, merci. Le Kerala a fait la une de l'actualité, non seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier. Les 2 informations les plus récentes, si l'on peut dire, concernent l'élimination de la pauvreté absolue et le fait que le Kerala a dépassé les États-Unis en matière de taux de mortalité maternelle. Et bien qu'il serait erroné de qualifier le modèle du Kerala de nouveau mot à la mode, il existe depuis longtemps. Le Dr. Ahmed Toussaint et bien d'autres en ont déjà écrit. Mais de plus en plus de personnes à travers le monde entendent désormais parler du modèle du Kerala. Cependant, tout le monde ne sait pas exactement en quoi consiste ce modèle. Pour introduire cet entretien ou cette discussion, comment définiriez-vous le modèle du Kerala? Beaucoup de personnes s'opposent à l'utilisation de l'expression « modèle du Kerala » car elle laisse entendre que tout au Kerala serait un modèle ou une bonne pratique. Non, ce n'est pas le cas. Certains préfèrent parler de l'expérience de développement du Kerala. Mais j'utilise le terme « modèle du Kerala » parce que le modèle de développement dominant est celui façonné, disons, par la courbe de Kuznets. Lorsque la croissance économique se produit, les inégalités augmentent et continuent d'augmenter jusqu'à atteindre un point culminant, n'est-ce pas? Ensuite, les bénéfices du développement sont censés se diffuser vers le bas et les inégalités diminuent. Voilà le modèle de développement dominant. Le Kerala, lui, est différent. Aujourd'hui, avec un 20e du revenu par habitant des États-Unis, le taux de mortalité infantile du Kerala est de 5, alors qu'il est de 5,6 aux États-Unis. Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances au Kerala est de 22, contre 26 aux États-Unis. Et même l'espérance de vie est presque équivalente, 76, 67 ans. Oui. C'est resté vrai même à un faible niveau de développement. Dès le début du processus de croissance, le Kerala a adopté une stratégie de redistribution. Ces méthodes de redistribution ont été nombreuses. La plus importante a été l'action de puissants syndicats qui ont fait augmenter les salaires à plus du double de la moyenne nationale. C'est une redistribution du revenu. De fortes organisations paysannes ont contraint le gouvernement à mettre en œuvre des réformes agraires, ce qui constituait une redistribution des biens. Ensuite, la pression populaire a poussé les gouvernements successifs, dès la période pré-gauche à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion de mouvements sociaux exigeant des investissements dans l'éducation et la santé, au point que les besoins fondamentaux des gens pauvres et ordinaires ont été satisfaits.
Les gens mènent une vie avec plus de dignité, une dignité humaine. Voilà donc le modèle du Kerala, la redistribution dès le départ. Mais il y a eu un moment, même moi je le pensais dans les années 1970, où le fantôme de Kuznets nous avait rattrapés, car notre croissance économique ne se produisait pas. Il y avait de nombreuses raisons à cela. Pas la redistribution, mais bien d'autres causes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car l'investissement dans les ressources humaines a permis aux travailleurs du Kerala de chercher des opportunités d'emploi à l'étranger. Même un charpentier savait lire l'anglais, d'accord? Ainsi, lorsque les opportunités dans le Golfe sont apparues, ils ont pu s'y rendre. Les envois de fonds ont commencé à affluer et le revenu par habitant a alors augmenté. Nous avons donc maintenant un revenu par habitant relativement plus élevé que le reste de l'Inde, environ 50% de plus, et les besoins fondamentaux ainsi que le bien-être de la population sont également assurés. C'est, je pense, le modèle du Kerala. C'est pourquoi je crois qu'un autre monde est possible. Regardez l'Inde. L'Inde est en passe de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars. Elle croît rapidement. L'ère précédente, celle du mécanisme de régulation mondiale dominé par les États-Unis, est révolue. Aujourd'hui, l'Amérique est en déclin, et la prochaine ère sera essentiellement celle de la Chine et de l'Inde. Mais regardez l'Inde, une économie de 5 000 milliards de dollars, et pourtant au bas de presque tous les indices sociaux. Bien-être, développement humain, ODD, faim, quel que soit le critère. Le Kerala, lui, représente un modèle différent, vous voyez. C'est cela. Et je pense que ce serait très intéressant pour nos téléspectateurs si vous pouviez nous parler du rôle de la gauche, en particulier dans la formation de ce modèle de développement sur le plan historique. Bien sûr, vous abordez en détail dans votre livre l'histoire même avant l'arrivée de la gauche. L'une des statistiques les plus frappantes que vous mentionnez est la liste des indicateurs de 1951, des années 1980, des années 2000, et ainsi de suite. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'en ce qui concerne l'alphabétisation, le Kerala comptait déjà environ 40% de personnes alphabétisées au moment de l'indépendance, contre seulement 16% ailleurs. Néanmoins, la gauche a joué un rôle immense dans les réformes agraires, dans l'expansion de l'éducation et des soins de santé, ainsi que dans la hausse des salaires grâce à la négociation collective, etc. Alors, si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs quel a été le rôle particulier de la gauche. Donnez-nous également un peu de contexte sur le système politique en Inde, car ce n'est ni la Chine ni Cuba. C'est un système très différent dans lequel la gauche est présente et a joué un rôle. Je pense que ce serait un excellent éclairage pour la suite de notre discussion. La gauche au Kerala est apparue sur la scène politique à la fin des années 1930 et 1940, devenant une force hégémonique dans les années 1950. Mais l'histoire ne commence pas avec la gauche. Elle lui est antérieure. Vous voyez, l'Inde était un système social fondé sur les castes, et une grande majorité de la population, les castes inférieures, se voyait refuser l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux droits de propriété, et ainsi de suite. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, de grands mouvements de réforme sociale ont émergé au sein de chaque caste. Les réformateurs prêchaient et préparaient le Kerala à l'ère nouvelle qui s'annonçait, et ces mouvements étaient très puissants parmi les castes inférieures. C'est là la caractéristique distinctive de la renaissance du Kerala. Même les castes les plus basses ont été mobilisées. En 1908, les parias du Kerala, dans toute cette région, se mirent en grève. Ce fut la première grève des travailleurs agricoles au Kerala. Ils refusèrent d'aller aux champs pendant des mois. Sais-tu quelle était leur revendication? Ce n'était pas des salaires plus élevés,
c'était le droit d'entrer à l'école, vois-tu. Même avant la lutte pour entrer dans le temple, telle était leur demande. Voilà la nature particulière des gens de la Renaissance. Et la gauche, lorsqu'elle est apparue, contrairement à de nombreuses autres régions de l'Inde, s'est réellement engagée à soutenir les mouvements des castes inférieures. Mais elle s'est aussi très activement organisée selon des lignes de classe. À tel point que plus tard, ces militants des castes inférieures et d'autres ont rejoint les organisations de classe. C'est là la base. Vous avez cité l'une des statistiques concernant la base électorale de la gauche selon les communautés. 63% des Dalits ont voté pour la gauche, 53% des Ejava et d'autres communautés défavorisées, contre environ 26% ou 30% des castes supérieures. Ainsi, la gauche a poursuivi cet héritage. Le premier gouvernement de gauche, le gouvernement communiste de 1957, fait l'objet d'un livre que je possède sur la manière dont il a été renversé avec l'implication de la CIA. Il est publié par Monthly Review. Renverser le premier gouvernement, la CIA et la lutte pour la justice sociale au Kerala. Environ 36% du budget était consacré à l'éducation, car le nord du Kerala était en retard sur le plan éducatif. Ces mouvements sociaux étaient très puissants. Cette partie était sous domination britannique et l'autre sous les rois locaux. Le Kerala ressemblait à une société féodale européenne, avec de nombreuses petites principautés. Ensuite, ces deux puissants rois de Kochi et de Trivandrum annexèrent tout le monde, se proclamèrent dirigeants centraux et éliminèrent tous les chefs locaux. Ils avaient donc besoin d'un soutien social. C'est pourquoi ils firent des plus riches les propriétaires terriens. Une nouvelle classe de propriétaires terriens émergea, et elle devint la base sociale des mouvements de réforme dans diverses communautés. Les missionnaires y ajoutèrent également leur influence. Dans le nord du Kerala, sous la domination britannique, lorsque les Britanniques arrivèrent, ils rétablirent les anciens propriétaires terriens, qui avaient été dépossédés par les autorités centralisatrices ou par l'invasion de Tipu, un souverain du Deccan septentrional. Ainsi, les Britanniques restaurèrent les propriétaires, et le type de mouvement social qui s'était développé avec vigueur dans le sud du Kerala ne se produisit pas là-bas. La première chose que ce gouvernement a faite a été de hisser le nord du Kerala au même niveau que le sud du Kerala, en investissant dans l'éducation avec le plus grand investissement jamais réalisé dans l'histoire. Ce fut le plus grand investissement. Ainsi, la gauche a poursuivi l'héritage du mouvement de réforme sociale. De plus, ses syndicats ont augmenté les salaires et son organisation paysanne a mis en œuvre une réforme agraire. Cela a transformé le Kerala. C'est là la contribution de la gauche, à tel point qu'il existe une forme d'hégémonie de gauche dans l'État. Même le parti de droite, le Congrès, n'est pas aussi conservateur que dans le nord de l'Inde. Tout le monde au Kerala doit adopter une forme de position socialiste. C'est ce que j'appelle l'éthos de l'hégémonie de la gauche. Et donc, la question des castes aussi. Les réformes agraires ont sapé toute la structure économique fondée sur les castes, et de puissants mouvements sociaux ont fait de même. L'égalitarisme est venu à la gauche. C'est donc un État où l'influence des castes est la plus faible. Je ne connais même pas la caste de nombreux camarades avec qui j'ai travaillé depuis longtemps. Ce n'est qu'au moment des élections qu'on regarde les équilibres de caste. Ah, il est de telle caste. Sinon, on ne s'en soucie pas. Ce n'est donc pas seulement une politique de bien-être pour le peuple, c'est aussi une idéologie plus égalitaire qui hégémonise la région, la culture, tout. Je pense que c'est très important. Permettez-moi de m'écarter un peu du sujet pour parler de la destitution du gouvernement de 1957 au Kerala. J'ai le sentiment que la plupart des gens en Inde
ignore le rôle de la CIA. Il considère cela comme une décision du gouvernement Nehru, du gouvernement central indien, de renvoyer le gouvernement provincial. Mais nous avons étudié les coups d'État menés par la CIA à travers le monde, et c'était l'époque des années 1950. L'Iran, le Guatemala et le Chili et d'autres allaient suivre. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs quel rôle la CIA a joué dans la destitution de gouvernement? La CIA a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, l'Inde relevait du MI6, le renseignement britannique. Mais il est très surprenant que dès le début des années 1950, le Kerala figurait déjà dans les rapports de la CIA et du Conseil de sécurité. Il disait « Il se passe quelque chose dans cet endroit ». La CIA a en réalité été la première à prédire que le Kerala pourrait devenir rouge, car tout le monde soupçonnait plutôt l'Andhra, notamment à cause du mouvement du Telangana. Il suivait donc de très près la situation au Kerala, et lorsque la gauche a remporté les élections au Kerala, ils ont eu extrêmement peur d'un effet domino dans les autres États de l'Inde si le Kerala réussissait. Et les choses se sont compliquées. Mais Nehru était, malgré ses limites, un démocrate. Il ne voulait pas saper le nouveau gouvernement de manière illégale. Ainsi, officiellement, après l'arrivée au pouvoir du gouvernement en 1956, le président autorisa une opération secrète contre le gouvernement du Kerala afin de le renverser par tous les moyens. L'ingérence prit d'abord la forme d'un financement direct. On ne connaît pas le montant exact, mais il est désormais certain qu'il finançait l'opposition, y compris les églises et d'autres groupes. Cependant, tous les détails ne sont pas connus. D'autres organismes apportaient également des fonds, comme le Mouvement pour le réarmement moral et la Croisade chrétienne anticommuniste de Los Angeles. Anti-communist Christian crusade from Los Angeles. It's a multi-pronged intervention. C'était une sorte d'intervention à plusieurs volets. La stratégie s'inspirait du Guatemala et même de la Guyane britannique. Il y eut une propagande intensive. Seulement, contrairement au Guatemala ou à la Guyane britannique, on ne pouvait pas intervenir directement. L'Inde suivait une politique de non-alignement. Ainsi, la CIA opérait par l'intermédiaire du renseignement indien, l'IB. Ils avaient été formés non pas en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis après l'indépendance, ce qui leur avait permis d'entretenir de nombreux contacts avec eux. Le renseignement indien transmettait des informations très alarmantes sur le Kerala, sapant l'autorité de Nehru sur cette région. La troisième intervention se situait dans le domaine culturel. La gauche exerçait un contrôle total sur la culture. Tous les grands noms du Kerala, artistes ou figures littéraires, étaient la gauche. Ils ont donc voulu créer une source alternative d'intervention culturelle. Ils ont fondé le Southern India Book House à Chennai et ont rassemblé de nombreuses personnes, dont C.J. Thomas, l'un de nos plus grands dramaturges. Je ne pense pas qu'ils savaient qu'ils étaient des agents de la CIA. Mais ils ont mis en place une organisation qui a commencé à donner une certaine respectabilité à l'anticommunisme, ce qui n'existait tout simplement pas auparavant. Ensuite, l'Église a pris la tête du mouvement. Après la lutte contre le gouvernement communiste, lorsque ce gouvernement a été renvoyé, le chef du gouvernement suivant du Kerala, Sankar Anandam, a tenu une conférence de presse où il a remercié l'USIS. Très embarrassant pour les Américains. Ils ont publié un démenti. Seul The Hindu l'a relayé le jour de Thanksgiving. Nous avons cherché le document. J'ai un co-auteur, Richard Frank, et il s'en occupe depuis longtemps, en déposant des demandes au titre de la loi sur la liberté d'information, en postulant, en redéposant, en faisant appel. Il nous a fallu près de 15 ans pour obtenir tous les documents que nous avons utilisés. Mais le document le plus important, que nous pensions conserver en toute sécurité dans les archives de Kansas City, est une sorte de compte-rendu de toute l'opération. Celui-là reste inaccessible.
Ils ont retiré l'ensemble du dossier. C'est donc une affaire très étrange. Si l'on regarde la Guyane britannique, il existe une thèse de doctorat, le Guatemala, une thèse de doctorat. Ce qui s'est passé au Congo, il existe des thèses doctorales pour chacun de ces cas. Toutes les informations, y compris celles concernant Hitler et ainsi de suite, sont désormais connues. Mais les documents sur le Kerala ne sont toujours pas entièrement rendus publics, parce que tout le monde a peur. Je veux dire, jusqu'à récemment, le gouvernement indien adoptait une position non alignée. Les États-Unis disaient ne pas vouloir admettre qu'ils avaient été directement impliqués au Kerala. Voilà. Mais la grande particularité du Kerala, c'est qu'après l'intervention de la CIA, comme en Indonésie où la gauche a été anéantie, au Congo où la gauche a été anéantie, en Iran où la gauche a été anéantie, au Guatemala, des années plus tard, au Kerala, la gauche n'a pas pu être anéantie. La gauche est revenue au pouvoir en 1967, puis en 1987, et depuis, nous sommes là, entrant et sortant du pouvoir tour à tour. Et nous avons poursuivi notre projet démocratique. Ce n'est pas le socialisme à proprement parler, mais la vie est un peu meilleure. Je voudrais aborder ce que je considère comme l'un des aspects essentiels de votre livre. Non seulement pour célébrer le succès du Kerala dans les secteurs sociaux, les salaires et ainsi de suite, mais aussi pour mettre en lumière certains problèmes, en particulier le chômage, notamment selon le genre. Les chiffres sont tout aussi frappants. Le taux de participation à la population active est d'environ 70% pour les hommes et de 30% pour les femmes. De plus, le Kerala est très différent de certains des miracles économiques que nous avons observés dans le monde, et le plus marquant, bien sûr, est la Chine. J'y suis allé, j'y ai vécu, et lorsque l'on visite la Chine, son succès est vraiment impressionnant. Vous n'avez pas besoin d'indicateurs. Tout est très frappant, car la Chine a su développer ses infrastructures. Vous avez écrit dans ce livre que les infrastructures au Kerala ne sont pas à la hauteur à bien des égards. C'est le plus grand contraste avec la Chine. Oui, absolument. Et je pense que si nous pouvions faire cela, ou si le Kerala pouvait le faire, ce serait un miracle, pas seulement un modèle. Donc, si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs ces contradictions, le Kerala ayant des indicateurs sociaux extrêmement impressionnants, mais reposant sur une base économique qui a probablement besoin d'être transformée, ou selon la manière dont on aborde ce problème. La gauche, en tout cas, mobilise les gens sur la base de revendications économiques et sociales. Des gains partiels, certes, mais qui améliorent leur vie. Si l'on lit salaire, prix et profit, l'idée centrale de ce livre est de dire que, oui, il est possible d'améliorer ses conditions de vie. On n'est pas condamné à la soi-disant loi des salaires. On peut donc améliorer sa vie. La mobilisation de la gauche a été la base de ces slogans redistributifs partout. Et le Kerala a réussi, ce qui a apporté une vie meilleure à la population. Mais désormais, nous avons adopté la position selon laquelle la production est importante. C'est le rôle des capitalistes, des propriétaires terriens, et ainsi de suite. Notre rôle est de redistribuer, de veiller à ce qu'une part juste et décente revienne au peuple. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a une force hégémonique dans la région et que le développement du mouvement en Inde est inégal? Nous sommes bloqués à ce stade, voyez-vous. Il est très difficile d'avancer uniquement en termes de bien-être. Non seulement cela, mais maintenant tout le monde est instruit, tout le monde vit jusqu'à 80 ans. De nouveaux défis apparaissent alors. Les emplois, les rôles professionnels de leurs parents ne sont plus acceptables pour les personnes éduquées. Ils ne veulent pas faire ce travail. Vous savez, le Kerala a le taux de chômage le plus élevé, comme vous l'avez dit.
Mais le Kerala a aussi la plus forte émigration de toute l'Inde. Environ 4 millions de personnes travaillent à l'extérieur, parce que les personnes instruites ne veulent pas reprendre les métiers traditionnels. Et leurs attentes sont bien plus élevées. Nous observons des tendances similaires en Chine également. Je veux dire, la stratégie initiale consistait à transférer les paysans vers l'industrie et à s'intégrer au marché mondial. Le problème, cependant, c'est qu'à partir des années 2000, un nombre sans précédent de personnes sont allées à l'université. Et maintenant, beaucoup de ces familles ne veulent pas forcément aller travailler chez Foxconn sur les chaînes de montage. Précisément, le grand succès de la Chine, c'est qu'elle a réussi à effectuer cette transition. Je m'y suis rendu au début des années 1980 et j'ai visité un marché aux puces à Shanghai. À cette époque, les entreprises traditionnelles de comté et de village servaient de modèle. Il y a quelques années, j'y suis retourné et j'ai dit au guide que je voulais revoir un marché aux puces, juste par nostalgie. Nous avons traversé le fleuve et nous y sommes allés, mais tout était complètement différent. Les anciennes entreprises avaient disparu, remplacées par une technologie de pointe de niveau mondial. La Chine a réussi cette transition. Le Canada, lui, ne l'a pas encore accompli. Le défi pour la gauche au Canada est de concevoir un programme grâce auquel le Kerala pourra effectuer cette transition. C'est là le véritable défi pour la gauche. Sans cela, il est difficile de maintenir un pouvoir hégémonique au Kerala, car la nouvelle génération ne veut plus de ces emplois. Si on leur dit qu'ils doivent attendre une révolution avant d'obtenir de meilleurs emplois, personne ne restera avec vous. Ils votent avec leurs pieds, ils émigrent. Le Kerala doit donc s'industrialiser, mais pas avec n'importe quelle industrie. Il doit s'agir d'industries fondées sur la connaissance et les compétences, mieux adaptées à ses ressources humaines et naturelles. Un niveau élevé de développement humain a déjà été atteint. Pour cela, il faut renforcer les infrastructures. Aujourd'hui, il est très difficile pour un gouvernement d'État de le faire, car ça demande des sommes considérables. J'ai fait un calcul et montré que si l'on suivait le processus normal, le soutien budgétaire, et que l'on voulait développer ces infrastructures, il faudrait un quart de siècle pour atteindre le niveau de l'Inde. D'ici là, nous aurions raté le coche. Nous avons donc mis au point une méthode d'emprunt extra-budgétaire par une entité indépendante, chargée de réaliser les investissements dans les infrastructures. Le gouvernement central est désormais intervenu. Un conflit est en cours, une affaire devant la Cour suprême. Cela va se poursuivre. Mais nous avons agi et nous rattrapons désormais très rapidement notre retard en matière d'infrastructure. Et c'est un mécanisme de financement public-privé. Il est difficile d'impliquer des acteurs privés dans la construction d'infrastructures routières au Kerala, car vous avez sans doute remarqué que le modèle d'urbanisation du Kerala n'est pas constitué de petits noyaux compacts, mais plutôt d'une croissance en ruban le long des routes. Ainsi, élargir ces routes est pratiquement impossible. Sans élargissement, et avec les mêmes voies de desserte, il est difficile d'imposer un modèle de paiement ou de revenus pour les routes. Par conséquent, nous sommes limités et les acteurs privés ne sont pas intéressés. Nous avons bien davantage d'investissements fondés sur un modèle de revenus pour les routes, mais le remboursement par les péages prendra au moins 50 ans. La charge pour la génération actuelle est donc très limitée, mais les acteurs privés ne sont pas disposés à s'engager sur un horizon aussi long. Par conséquent, cette entité publique emprunte sur le marché de manière extrêmement efficace. Nous voulons démontrer qu'il existe un nouvel acteur sur le marché monétaire indien, très performant.
Nous avons émis une obligation masala sur le marché de Londres, et il y a donc eu le spectacle d'un ministre en chef communiste du Kerala sonnant la cloche à la bourse de Londres. Beaucoup de gens ont trouvé cela très curieux, mais nous voulions simplement montrer que nous sommes des acteurs capables de maîtriser le marché monétaire moderne. Et cette entité a réussi, et le Kerala est en train de se transformer. Ensuite, de nouvelles industries apparaissent. Je participe actuellement, sans diriger mais en contribuant, à une vaste campagne visant à assurer une plus grande participation des femmes à la population active. Les femmes sont aussi bien éduquées que les hommes. Même probablement davantage dans certains domaines. Oui, plus instruites. C'est pourquoi nous essayons d'améliorer les emplois locaux afin qu'elles puissent être employées sur place. Ce n'est pas que les femmes vont migrer, etc. Leurs familles sont ici et ainsi de suite. Cela prendra un certain temps. Mais avec des emplois locaux, les femmes pourront travailler. Ce sera la prochaine transformation du Kerala. Voyez-vous, lorsqu'il y a un chômage aussi élevé, la mobilité ascendante des groupes marginaux diminue. Ce sont les premiers à être exclus du marché du travail, les femmes, les SC, les ST, etc. Par conséquent, résoudre le problème du chômage est également essentiel pour résoudre la question du genre au Kerala. Nous menons donc actuellement une grande campagne pour impliquer les femmes dans les emplois locaux et développer leurs compétences. Vous dites aux employeurs, embauchez n'importe quelle femme de votre localité, dites-nous quelles compétences elle doit avoir et nous la formerons pour vous. Cela signifie un revenu supplémentaire pour les familles pauvres du Kerala. Ensuite, la conscience d'une femme qui reste à la maison et celle d'une femme qui sort pour gagner un salaire ou un revenu sont totalement différentes. Si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas marxiste. Nous verrons donc émerger une nouvelle classe de travailleuses hautement conscientes, et ainsi de suite. Enfin, cela changera la dynamique au sein du foyer. Les femmes sortent, le travail devient réalisable, et elles deviennent aussi des gagne-pains. Voyez-vous, il y a un paradoxe. La condition des femmes au Kerala est bien meilleure que dans le reste de l'Inde. Mais le statut des femmes, leur position par rapport aux hommes, est tout aussi arriéré qu'ailleurs. Maintenant, je pense que c'est là la clé, une intervention essentielle qui va avoir lieu. C'est bien que vous l'ayez mentionné. Et c'est la grande promesse de la gauche dans les élections locales en cours. Ils promettent que dans les 5 prochaines années, 2 millions d'Alsam auront un emploi. It's the last former house de Komi Okani. C'est le personal speed du Kerala. Je voudrais aborder la relation entre les grands acteurs privés et le parti, ou disons, l'État-parti, lorsque la gauche est au pouvoir. Bien sûr, il y a eu une propagande massive, non seulement récemment mais depuis très longtemps, selon laquelle là où il y a du communisme, il ne peut pas y avoir d'acteurs privés. La Chine, bien entendu, a démontré de la manière la plus transparente que cela est faux. Mais si vous pouviez nous parler un peu du Kerala, car évidemment, historiquement, il y a eu une faiblesse en matière de capital privé, si l'on compare le Kerala à d'autres régions, comme le Gujarat par exemple, qui a disposé d'un excédent beaucoup plus important de capital privé, investi en partie dans les infrastructures et d'autres formes d'investissement. Compte tenu de ces limites et du fait que l'investissement est rare, et aussi que le gouvernement central détourne les investissements du Kerala pour des raisons parfois structurelles, parfois politiques, nos téléspectateurs seraient intéressés par la relation entre l'État et le secteur privé au Kerala. Eh bien, le Kerala est en retard sur le plan industriel, non pas à cause des syndicats, mais à cause d'une classe entrepreneuriale faible. J'avais il y a longtemps rédigé un article sur les racines historiques du retard industriel du Kerala, qui portait sur la nature de la bourgeoisie locale.
très faible, davantage liée au commerce et à l'agriculture de plantation qu'à l'industrie. Ainsi, en 1956, une grande question débattue par le gouvernement était la suivante. Le plus grand groupe monopolistique de l'Inde à l'époque, Birla, avait été invité à venir investir au Kerala. Il y avait des concessions et cela a provoqué un grand tollé. Comment pouvez-vous faire cela? Vous les avez déclarés ennemis de classe. Comment votre gouvernement peut-il le faire? Cela venait-il de l'intérieur du parti? Au sein du parti et en dehors du parti. Et la réponse est simple. Vous vivez dans une Inde fédérale dirigée par ce capital axé sur le profit, donc vous devez négocier avec lui. Vous ne pouvez pas simplement dire « sortez du système ». Vous vivez à l'intérieur de ce système et vous devez y participer. Un travailleur qui lutte pour de meilleurs salaires ne sort pas du système. Il y participe. Il réclame des salaires plus élevés, une part plus équitable. Ainsi, même si vous essayez de développer une alternative, par exemple en modernisant vos industries traditionnelles de manière encadrée, dans ce sens, vous ne rejetez pas les travailleurs. Vous modernisez tout en assurant leur progression. Vous protégez les petites industries et ainsi de suite, mais vous permettez aussi aux grands acteurs d'entrer. Aujourd'hui, la situation en Inde est encore pire. Autrefois, le gouvernement central était le plus grand investisseur en Inde grâce au secteur public. Aujourd'hui, il s'est retiré, vendant ce qu'il possédait. À la place, il favorise certains capitalistes qui sont ses favoris. Il veut créer des investisseurs champions, des acteurs mondiaux parmi les capitalistes indiens. D'une certaine manière, il essaie d'imiter la Corée. Ainsi, on ne peut pas dire « vous ne me permettrez pas ». En réalité, nous voulons que tout le monde vienne investir. Adani est une figure très controversée. Ils ont investi dans le port de Vizhinjam. Cela a d'importantes répercussions, en amont et en aval, sur le Kerala. Le port de Kochi, le port de Vizhinjam. Ce sera le plus grand port en eau profonde, un port principal en Inde. C'est une bonne chose pour le Kerala. Bien sûr, certains autres en profitent financièrement. Cela fait partie du système. On ne peut pas y échapper. On reste toujours à l'intérieur du système. Alors nous disons « venez », mais ils ne viennent pas. Ce n'est pas que tout le monde se précipite au Kerala, ils ne veulent pas venir. Nous continuons à dire « venez ». Eh bien, il faut respecter les droits des travailleurs. Mais une fois qu'un accord est conclu, nous le respecterons. Il n'y aura pas de grève sauvage, et ainsi de suite. Bon, maintenant, la situation a changé. À l'époque où le mouvement ouvrier émergeait et où le capitalisme avait encore une mentalité féodale, le conflit entre les deux était très âpre. C'est pourquoi diverses pratiques ont été instaurées pour protéger les droits des travailleurs, etc. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Le gouvernement est resté constamment orienté à gauche et les droits des travailleurs sont respectés. La loi y veille. Ils sont respectés. Dès lors, beaucoup de ces pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des entreprises devraient être modifiées. L'une des choses qui m'a surpris dans votre livre, en fait, c'est que les conflits industriels, les conflits du travail, les lockouts et ainsi de suite sont moins nombreux au Kerala que dans le reste de l'Inde. Voyez-vous, pour ainsi dire, le Kerala figurait parmi les plus élevés avec le Bengale occidental dans les années 1960. D'accord. Et cette image du Kerala persiste encore aujourd'hui. Les gens pensent qu'on ne peut pas y aller à cause des problèmes de main-d'œuvre. La propagande anticommuniste a également accentué ce sentiment d'insécurité au Kerala. Mais à la fin des années 1970, la situation s'était stabilisée et les taux de grève et de licenciement, tant en nombre de personnes concernées qu'en nombre de jours perdus, ont fortement diminué. À partir du milieu des années 1980, ils sont restés inférieurs à la moyenne nationale et ont continué à s'en écarter. Pourtant, tout le monde pense encore que le Kerala est un grand État à problème à cause du travail et ainsi de suite. Il faut donc changer cette image.
Then we want to change that image. Come, let's make a deal. We'll keep the Venez, faisons un accord. We'll accept. Nous tiendrons cet accord. We'll accept. Nous acceptons que vous soyez ici pour gagner de l'argent et faire du profit. Très bien. Mais assurez-vous de verser un salaire décent aux travailleurs. Si vous faites cela, nous vous promettons que vous bénéficierez d'un meilleur service, à la fois de la part des travailleurs et du gouvernement. Il est donc très important pour le Kerala de former les travailleurs afin que le Kerala dispose du plus grand vivier de travailleurs qualifiés. Ce sont là quelques-uns des domaines sur lesquels nous travaillons actuellement, vous voyez, des travailleurs qualifiés profitant de l'économie mondiale des petits boulots. Très bien, nous travaillerons ici. Les gens disent, vous promouvez l'économie des petits boulots, vous rendez les travailleurs précaires, et ainsi de suite. Quel genre de gauchisme est cela? Eh bien, dans mon budget, la proposition était la suivante. Si quelqu'un emploie un travailleur indépendant au Kerala, ou quelqu'un travaillant à domicile au Kerala, nous prendrons en charge sa pension, au sens de la prime de départ, etc. Les prestations sociales seront versées par le gouvernement. Vous n'aurez pas à vous en soucier. Vous y contribuerez en partie, sinon nous nous en occuperons. Nous veillerons également à ce qu'ils disposent d'un espace de travail au Kerala. S'ils n'ont pas d'équipement, nous leur accorderons des prêts. Ainsi, nous ne laissons pas simplement la responsabilité à l'employeur. Nous créons une forme d'intermédiation sociale pour garantir de meilleures conditions aux travailleurs. C'est ainsi que l'économie moderne peut fonctionner. Cela me rappelle encore la Chine, à certains égards. L'État garantit tout un ensemble de sécurité, de la santé à l'éducation, et bien sûr la terre pour commencer, et ainsi de suite. Ils ont permis à ces grandes économies de plateformes de fonctionner, sur lesquelles on peut avancer des arguments des deux côtés. Il est vrai que les gens travaillent très dur. Les heures sont longues, souvent soudaines et irrégulières. Les rémunérations ne sont pas à la hauteur. La Chine est devenue très coûteuse, donc même si l'on a assuré tout un panier de protection sociale, le coût de la vie reste très élevé et souvent insuffisant. J'ai parlé à des membres du parti au sein du PCC, et certains d'entre eux ne sont pas satisfaits de ces grandes économies de plateforme. D'un autre côté, du point de vue du consommateur, il est très difficile d'imaginer la vie sans livraison. Je veux dire, je suis arrivé ici hier soir, je loge dans un Airbnb et il n'y avait rien dans la cuisine. Donc j'ai dû acheter des provisions et j'ai simplement dû utiliser l'une de ces plateformes. En tant qu'économiste populaire et particulièrement issu de la gauche, je suis curieux d'entendre votre avis à ce sujet. La nature indispensable de l'économie des plateformes à l'époque historique où nous vivons d'un côté et les problèmes qu'elle entraîne, notamment du point de vue de la gauche ou des travailleurs de l'autre. Comment devons-nous aborder cela? Pourquoi est-ce que je m'oppose à l'économie des plateformes? La raison, c'est qu'elle isole les travailleurs les uns des autres. Ils ne participent plus à un travail collectif. Ils deviennent tous des individus, tous des prestataires de services indépendants. Or, les économies de plateforme peuvent être utilisées autrement. Les plateformes peuvent servir à regrouper les travailleurs, à rassembler les producteurs. On peut créer des coopératives de plateformes pour les petits producteurs, ce qui, à mon avis, est la meilleure façon de gérer les sous-traitants et l'agro-industrie contractuelle. C'est ainsi qu'on peut construire une plateforme pour les agriculteurs, regrouper leurs produits et les distribuer collectivement. La plateforme devient alors une sorte d'organisation coopérative qui rassemble les agriculteurs. Et la prochaine fois que vous viendrez, vous verrez des prestataires de services locaux sur la plateforme. Chaque quartier du Kerala pourrait avoir 2 livreurs. Quel que soit le produit ou le magasin que vous souhaitez, ils le livreront chez vous. Cela protège aussi les petits producteurs, pas seulement les grands centres commerciaux, mais aussi les petits producteurs, les hôtels locaux, et ainsi de suite.
and small hotels and so on. You like that? We will service you there. Vous aimez ça? Nous allons vous servir là-bas. Un terrain de jeu équitable pour les petits producteurs. Il existe de nombreuses unités d'auto-emploi de femmes au Kerala qui travaillent à travers le Kudumbashree. Aujourd'hui, elles ont du mal à rivaliser avec les grands centres commerciaux et autres. Mais désormais, des informations seront disponibles sur ces petits producteurs. Vous voulez que la nourriture soit livrée chez vous, que les produits soient livrés chez vous. Ainsi, chaque gouvernement local, ce ne sera pas une plateforme au niveau de l'État, disposera d'une plateforme, un service unique livrant des biens au foyer, assurant des services techniques, des réparations, de la maintenance, etc. Chaque gouvernement local aura une équipe chargée de cela. Il y aura aussi des équipes de services de santé. Toutes ces initiatives seront gérées par des plateformes, mais sans séparer les gens. Au contraire, elles les rassemblons en une équipe. But you are not separating the people, you are bringing them as a team. Et à quel point êtes-vous confiant quant à la compétitivité de ces petits acteurs au sein de cette vaste économie numérique? Je pose la question parce que les grands acteurs privés disposent de budgets marketing énormes. Ils ont d'immenses ressources pour comprendre comment orienter l'algorithme en leur faveur, comment obtenir de la visibilité, et ainsi de suite, en matière de publicité. Les petites plateformes, même si en théorie, elles ont le droit d'être visibles sur la plateforme en s'enregistrant et tout, n'arrivent généralement pas à atteindre les clients aussi efficacement. On entend d'ordinaire parler de seulement quelques acteurs quand on pense aux économies de plateforme. Mais vous dites que ça n'a pas forcément à être le cas. Eh bien, il existe quelque chose qu'on appelle la fierté locale, voyez-vous. See, Kerala is one of the states. Le Kerala est l'un des États de l'Inde où la décentralisation démocratique a été poussée à un niveau très élevé. Il y a donc un élément de fierté locale, notre cuisine, nos produits. Désormais, il n'est plus nécessaire de chercher la provenance des biens que vous recevez via une plateforme nationale de livraison. Vous savez qu'ils viennent de fermiers locaux, de votre commerce de proximité. Vous souhaitez soutenir ce commerce et il vous est accessible. Je pense que parce que c'est lié aux gouvernements locaux, sa base de soutien repose sur cette fierté locale. Deuxièmement, nous espérons construire un mouvement, une forme de mobilisation sociale autour de cela. Nous voulons employer 2 millions de femmes en 5 ans. Le nombre total de femmes employées en dehors du foyer atteindra 2 millions, soit le double du nombre actuel de travailleuses. Outside the house will be 2 million, double the number of workers. So you need to have a social movement. Il faut donc créer un mouvement social. Vous avez une grande organisation de groupes de femmes dans les quartiers et elles vont toutes y participer. Cela va engendrer un mouvement. Un mouvement possède sa propre créativité. Nous allons donner du fil à retordre à ces plateformes nationales. Je pense que ce sera viable. C'est un monde libre. Si quelqu'un veut, par exemple, que nous ayons une plateforme de covoiturage Savari au lieu d'Uber, eh bien, il faudra qu'elle soit compétitive, qu'elle soit efficace. C'est ce qu'il faut garantir. La fierté locale ne suffira pas. Si ce n'est pas efficace, personne n'ira. Mais nous pouvons apprendre vite. C'est l'avantage de la technologie. Nous ne sommes peut-être pas en tête, mais nous pouvons apprendre plus rapidement. D'accord. Je pense qu'il existe désormais un consensus général parmi la plupart des gens de gauche selon lequel la concurrence n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on ne peut pas faire fonctionner des unités inefficaces simplement au nom de la protection. Je pense que c'est devenu un consensus en développement et qu'il a gagné en stabilité. Des personnes comme moi restent toutefois un peu sceptiques en ce qui concerne l'économie numérique, compte tenu de la manière dont ces entreprises fonctionnent. Donc, si l'on parle de l'industrie sidérurgique, je pense que des gens comme moi font déjà partie de ceux qui disent que, simplement au nom de la protection des travailleurs, on ne peut pas continuer à maintenir des unités totalement non compétitives.
units that are completely See, uncompetitive. these kind of steel industry and so on, they have Voyez-vous, ce type d'industrie sidérurgique, et ainsi de suite, bénéficie d'économies d'échelle. having Il n'y a aucun intérêt, comme à l'époque de Mao, à avoir des hauts fourneaux artisanaux. Oui, oui, absolument. but it's Mais c'est différent lorsqu'il s'agit de biens de consommation. different goods. L'image de marque des biens de consommation mondiaux et nationaux est forte, n'est-ce pas? Consumption good is Mais on peut les remplacer par autre chose. but you substitute with something else. Yeah, but the point I'm raising Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'économie numérique a tendance à être plus inégale en faveur des grands acteurs, encore plus que l'économie matérielle, à cause du fonctionnement des algorithmes. Là-dessus, tu as tout à fait raison. That you're absolutely right. But Mais tu n'as pas le choix. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'abandonnes pas le combat. Tu continues le combat. continue the fight. I'm coming towards the end, but just to J'en arrive à la fin, mais pour orienter la conversation vers une conclusion, pourriez-vous nous dire un peu comment vous percevez le rôle de la gauche et du mouvement communiste en Inde dans son ensemble? Nous avons constaté un déclin total de la base électorale de la gauche dans la plupart des régions de l'Inde, sauf au Kerala, et même là, une stagnation massive. Je ne sais pas ce que vous pensez des prochaines élections, vous pouvez en parler. Mais au-delà de cela, tant sur le plan électoral qu'en dehors, quels devraient être, selon vous, les principaux enjeux pour lesquels la gauche devrait se battre à l'avenir? be some of the key issues which the left should fight going forward. Well, the peak Eh bien, of the left was l'apogée de la gauche a eu lieu pendant le premier gouvernement de l'UPA en 2004. Il y avait alors près de 62 membres au Parlement. Ce nombre est très rapidement tombé à 6 aujourd'hui. very rapid. Mais c'était le sommet. But Pendant 2 ou 3 décennies après la période de l'état d'urgence, la gauche se portait remarquablement bien. presidency period, Les raisons sont nombreuses. wonderfully well. Premièrement, l'effondrement du socialisme en Europe, pourrait-on dire, Perhaps the nous a finalement rattrapés avec la mondialisation et tout ce qui s'ensuit. with the globalization, Le recrutement parmi les jeunes générations a diminué. your recruitment from young Deuxièmement, la polarisation communautaire que nous avons observée, que vous n'avez pas réussi à empêcher, kind of et le système des castes. polarization, you are not Nous sommes une organisation fondée sur la classe, mais cette politique identitaire a clairement affaibli notre capacité de contestation. but this identity politics has really undermined your chance. And your left governments in Et vos gouvernements de gauche au Bengale et au Tripura sont tombés. Eh bien, au Tripura, je pense qu'il y a eu une mauvaise évaluation du défi posé par le BJP. Mais le BJP au pouvoir est impitoyable. Il n'autorise pas l'opposition à fonctionner. Un changement de gouvernement central ramènerait la fortune de la gauche au Tripura. La gauche y résiste encore. D'accord. Au Bengale, avec la polarisation entre le TMC et le BJP, la gauche perd du terrain, incapable de revenir. TMC and Même les personnes libérales soutiendraient le TMC simplement pour empêcher le BJP d'accéder au pouvoir. support TMC to Donc c'est un peu confus. Mais ce qui est très essentiel pour le projet de la gauche serait un retour au Tripura et au Bengale. the left project Ce qui, je ne sais pas, me semble tout à fait possible. Bengal, which Avez-vous dit le Bengale? I think is definitely on the cards. Did you say Bengal? Bad. It means the polarizing trend. Cela signifie que la tendance à la polarisation doit cesser. Il y a aussi des conditions, car affaiblir le BJP au niveau national est important. Ce sont donc les principaux défis. We'll try to make it En attendant, other states nous essaierons de progresser dans d'autres États, comme le Tamil Nadu, in India. et ainsi de suite, ou dans les zones tribales de l'Inde, où la situation s'améliore un peu, les luttes et la mobilisation des travailleurs et des paysans de manière plus systématique. Mais en attendant, le Kerala devra continuer à faire flotter le drapeau. Oui, le Kerala sera l'Anand de l'Inde. Nous partirons d'ici. C'est donc d'autant plus important que nous remportions la prochaine élection. Le BJP est là-bas. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour saper le gouvernement ici. Et le Congrès ne voit pas non plus le rôle plus large que le Kerala peut jouer. Alors ils se sont alliés, dans certains endroits, avec le BJP et dans d'autres avec des forces musulmanes extrémistes. Nous menons donc ce combat, c'est une bataille politique. So
we are fighting that battle. It's a political battle. So, if you ask me, what is the role of the left? Alors, si vous me demandez quel est le rôle de la gauche, dites-moi quel parti ou quelle formation politique en Inde, régionale ou nationale, proposerait une alternative au système. Que vous ayez effectivement mené campagne pour cela, ou que vous l'ayez mis en œuvre différemment, il faut tout de même quelque chose de différent. Ce système actuel ne peut pas continuer ainsi. Et qui propose un système différent? C'est uniquement la gauche. Nous espérons donc aussi rendre le Kerala encore meilleur pour démontrer ce qu'il est possible de faire même à l'intérieur du système. Si nous avons la bonne perspective politique, à quel point la vie des citoyens en Inde pourrait être meilleure, je pense que cela aurait une grande influence. Le Kerala montre qu'avec le niveau de développement actuel, chaque citoyen de l'Inde peut avoir un logement, de la nourriture, une éducation, des soins de santé, garantissant une vie décente et digne. C'est ce que montre le Kerala. Nous voulons donc le démontrer encore davantage, car cela a un grand impact national. Et j'ajouterais que cela va au-delà même de l'Inde, car si l'on reparle de modèle, en revenant à notre point de départ, l'intérêt le plus important ou le plus répandu aujourd'hui concerne la Chine. Mais je dirais que reproduire le miracle chinois est extrêmement difficile, même si cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en emprunter certains aspects. Ce miracle s'est produit dans une conjoncture historique mondiale, en s'appuyant sur les circuits mondiaux de la finance et de l'investissement, et au sein du vaste réseau régional des flux de capitaux d'Asie de l'Est. De plus en plus d'études paraissent à ce sujet, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour l'Asie du Sud ou l'Afrique, et ainsi de suite. Mais le Kerala, en montrant qu'il est possible de redistribuer les ressources et de garantir les besoins essentiels, même dans une économie pas très productive, tout en reconnaissant qu'on ne peut pas s'en contenter, démontre au moins que cela peut être assuré à travers le monde, dans des régions comme l'Afrique et l'Amérique latine, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de l'expérience du Canada, et le Canada doit aussi apprendre des autres. Par exemple, prenons la décentralisation démocratique, ce qu'elle peut apporter à l'approfondissement de la démocratie. Il n'y a pas d'avenir pour le socialisme sans démocratie. Ainsi, nous avons une politique démocratique compétitive au Kerala. Cela n'a pas empêché le Kerala de se décentraliser et d'accueillir des points de vue différents, tout en maintenant son pouvoir hégémonique. Ou encore, prenons ce que l'éducation peut accomplir. Il y a de nombreux endroits en Inde et dans le monde. Le plus proche du Kerala serait le Sri Lanka. J'ai donc pensé que ces deux lieux pouvaient tirer des leçons l'un de l'autre de manière beaucoup plus approfondie. Chaque endroit, chaque peuple sait ce qui fonctionne le mieux pour lui, mais il reste néanmoins important d'apprendre les uns des autres. J'ai aussi oublié la plus importante, ou du moins la plus importante, selon les téléspectateurs qui ont envoyé des questions. Ils ont dit que nous devrions vous interroger sur l'inquiétude des travailleuses Asha concernant la déclaration officielle du Kerala sur la pauvreté absolue. Nous savons qu'au Kerala, les communautés tribales et les pêcheurs ont été laissés pour compte et qu'ils sont les plus défavorisés sur le plan économique, si je peux utiliser ce mot entre guillemets. Que pensez-vous de la critique selon laquelle cette déclaration officielle sur l'éradication de la pauvreté absolue exclut encore certaines personnes? Vous avez donc deux questions. La première concerne les travailleuses Asha. C'est une situation embarrassante pour le gouvernement, qu'une partie des travailleuses Asha, une très petite partie bien sûr, avec le soutien de toute l'opposition, ait fait grève devant le secrétariat pendant une longue période, réclamant 21 000 points. Lorsque le programme du gouvernement central est entré en vigueur, leur allocation de paiement était de 1000 bulos. Nous l'avons depuis porté à 8 000 éclairs.
Mais malgré cela, elles ont poursuivi la grève, réclamant 21 000 hommes. Et il ne s'agit pas seulement des travailleuses Asha, il y a aussi les travailleuses Anganwadi et d'autres groupes de travailleuses. Ensuite, il y a un grand nombre de travailleurs des programmes Sarva Shiksha Abhiyan et Sandes qui reçoivent tous une rémunération assez importante de la part de l'État, de la part MENO. Porter ce montant à 21 000 $ signifierait qu'il faudrait payer tout le monde à ce niveau. On ne peut pas accorder 21 000 $ uniquement aux travailleuses Asha. Et le gouvernement traverse une situation financière très difficile. Car le gouvernement central utilise toutes les techniques possibles. C'est presque comme un embargo financier contre l'État. Nous n'avons donc pas pu accepter cela. Malgré tout, nous avons maintenant augmenté la rémunération de tous les travailleurs de ces programmes de 1000 hommes supplémentaires. Cette grève était donc motivée politiquement, destinée à embarrasser le gouvernement de gauche. Et le Kerala enregistre d'énormes déficits de revenus, n'est-ce pas? Pardon? Le Kerala d'énormes déficits de revenus. C'est exact. Plus que tout autre État, c'est le plus grand déficit de recettes. Nous ne pouvons tout simplement pas faire ça. Et les fonds du gouvernement central vont ailleurs à cause de la démographie et de la situation générale. C'est exact. Il y a donc beaucoup de problèmes. Et même si c'est embarrassant, il n'y a vraiment rien à faire. Ce n'est pas que nous pensions qu'ils ne le méritent pas. Non, ils le méritent. Ils doivent recevoir des salaires décents. Mais le gouvernement central a décidé d'employer toutes ces personnes sans les payer correctement. Il ne les appelle même pas des travailleurs. Ils devraient être reconnus comme employés du gouvernement central, car dans le cadre d'un programme gouvernemental central, ils devraient au moins percevoir le salaire minimum. Nous soutenons donc toutes ces revendications et nous continuerons à augmenter leur salaire. Dans les années 1970, le Kerala avait un taux de pauvreté d'environ 59,9%, soit près de 60%. C'était l'un des plus élevés de l'Inde. Mais ensuite, l'impact de la réforme agraire est arrivé. Avec la réforme agraire, tout le monde a obtenu des terres, les salaires ont augmenté, l'éducation s'est répandue et la pauvreté a atteint son niveau le plus bas en Inde. Mais nous avons compris qu'il existait des segments de la population que ces interventions à multiples volets ne touchaient pas, pour des raisons structurelles. Par exemple, si vous n'avez pas de terre, pas de maison, vous errez. Vous n'êtes pris en compte dans aucune statistique. Vous êtes en dehors du système. D'accord. Si vous n'avez personne en âge ou en capacité de travailler, alors de nombreux programmes sociaux ne vous atteignent pas. Il y a des ménages dirigés par des femmes où personne n'a d'emploi, ou bien certaines personnes sont atteintes de maladies chroniques, et ainsi de suite. Le processus de développement normal les exclut pour diverses raisons structurelles. Ainsi, grâce à un processus itératif, impliquant des personnes, et pas seulement une enquête, partout, les gens se sont réunis, ont discuté et débattu. Ils ont dressé une liste, puis en fonction des facteurs de risque, une évaluation objective a également été réalisée. Nous avons identifié 64 006 familles. Ensuite, des microplans ont été préparés pour chaque famille, avec leur participation. Que faut-il faire pour les sortir de la pauvreté? Certaines personnes n'ont aucun membre valide pour travailler. Elles devraient donc recevoir gratuitement de la nourriture et un abri. Si elles n'ont pas de maison, alors il faut en louer une et la leur attribuer. Ainsi, la génération suivante, vous l'éduquez et ainsi de suite, afin qu'elle trouve un emploi et sorte de la pauvreté. Chaque famille a un micro-plan. Normalement, le gouvernement gère tout à travers des dispositifs réglementés. Chaque programme a ses propres règles. Mais il n'y a pas de règles pour cela.
Vous pouvez élaborer un plan local. Il doit simplement être transparent. Tout le monde doit pouvoir voir ce qui est fait. Ensuite, on dépense l'argent et on les aide à s'en sortir. Nous les avons sortis de la pauvreté. À présent, nous avons décidé d'aller plus loin. Le gouvernement de l'Inde affirme qu'il n'y a pas de pauvreté au Kerala, mais nous savons qu'il existe une pauvreté absolue. Nous définissons certaines normes, mais ces normes n'ont pas été clairement établies. Par exemple, les gens manquent non seulement de calories, mais aussi d'une nutrition adéquate. Micronutriments. Alors ils sont pauvres. Ceux qui n'ont pas de travailleurs de quartier auront une maison, et ainsi de suite. Oui. Selon des normes très transparentes, nous allons identifier les personnes très pauvres, pas les extrêmement pauvres, mais les très pauvres. Ensuite, vous regroupez tous vos programmes pour vous assurer qu'elles s'en sortent. Et si elles n'ont pas de fonds supplémentaires, vous leur fournissez ces fonds. Ainsi, nous pourrons affirmer que nous avons éliminé la pauvreté absolue. Il y aura encore la pauvreté relative. Cela, bien sûr, existera même sous le socialisme. Mais la pauvreté absolue, dans la théorie marxiste de la valeur ajoutée, signifie exploitation absolue et exploitation relative. Nous mettrons donc fin à l'exploitation absolue. Il y aura encore une exploitation relative, dans le nouveau sens technologique. Mais nous allons faire en sorte que personne au Kerala ne soit pauvre. Ma dernière question, je le promets. Je voulais vous interroger à propos de cette allégation, parfois une critique amicale venant de personnes de gauche dans les médias, selon laquelle les dirigeants et penseurs du parti seraient soit peu accessibles aux journalistes, soit peu conscients de l'ère d'Internet. Pour le dire simplement, on voit des figures de proue de la droite se rendre sur des plateformes comme des podcasts qui attirent des millions de spectateurs. Nous avons eu quelques exemples de la gauche faisant cela, mais nous n'avons pas vraiment vu de dirigeants de gauche, ni même de podcasts de gauche, réellement décoller en Inde. Je me demande quelle est votre réponse à cette critique, sachant que si la gauche veut mobiliser la jeunesse, et bien sûr, ce que le parti fait déjà sur le terrain implique un nombre important de jeunes, le problème en Inde, comme vous le savez, est que l'élément réactionnaire a très bien réussi à capter la jeunesse. Ce qui, selon moi, je n'ai pas de données objectives, constitue une différence essentielle entre l'Occident et l'Inde. En Occident, on constate généralement que l'élément progressiste se trouve chez les jeunes. Qu'il s'agisse de la Palestine ou de questions liées aux classes sociales, les jeunes se situent en général du côté progressiste. En Inde, je n'en suis pas si sûr. Beaucoup de jeunes y sont assez réactionnaires, et la vague de droite qui a déferlé sur le pays depuis 2011 ou 2012 a capté leur fascination. Vous avez écrit sur l'émergence de la nouvelle classe moyenne, et sur la nécessité de dialoguer avec ce groupe, n'est-ce pas? Je pense qu'une partie de cela est liée à Internet, à la nouvelle ère numérique, aux réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, pour le dire simplement, comment des dirigeants et des penseurs de partis comme vous peuvent-ils être plus accessibles à de petits journalistes et podcasteurs comme moi? As-tu eu l'impression que j'étais inaccessible? Tu étais accessible. Je suis très accessible. Mais tu sais, les dirigeants de gauche sont accessibles aux gens. La tradition, cependant, veut qu'on ne fasse pas trop de projections médiatiques. C'est traditionnellement considéré comme inapproprié. Mais le monde a changé. Tout fonctionne désormais sur les images. Les images te font et te défont. Il est donc très important que l'image de la gauche et celle de ses dirigeants soient attrayantes pour les gens, en particulier pour la jeune génération. La gauche doit donc apprendre à travailler avec les nouveaux médias. Mais il se passe quelque chose de terrible. Les médias traditionnels sont entièrement capturés par l'establishment. Totalement. Cela ne s'est jamais produit, ni à l'échelle mondiale, ni nationale de cette manière.
Aujourd'hui, avec l'interconnexion des différents systèmes multimédia, les économies d'échelle comptent énormément. Economies of scale matter so much. You have no chance to compete with them. Vous n'avez aucune chance de rivaliser avec eux. C'est pourquoi il est très important de se tourner vers les nouveaux médias, les réseaux sociaux, où certes, ces plateformes sont contrôlées par des multinationales, mais où il existe tout de même des logiciels libres, et ainsi de suite. Il est encore possible de créer des espaces où l'on peut agir avec une plus grande liberté que dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, cette réalité est comprise, et on y accorde de plus en plus d'attention. Au Kerala, de grands efforts sont déployés pour affirmer notre présence dans les nouveaux médias. Pour ma part, je suis désormais le rédacteur en chef d'un portail d'information, The Left Views. Nous allons le lancer d'ici environ un mois. Il ne s'agira pas seulement d'opinion, mais aussi d'informations sur les luttes des travailleurs, des paysans et d'autres organisations de masse en Inde. Et attention, c'est Left Views, pas. Ainsi, cela reflètera le large spectre de la gauche. Nous mettons en place une adhésion. Et il ne s'agit pas que les partis de gauche créent leur propre plateforme. Il est important de s'allier à tout média indépendant et de le soutenir. Tout média indépendant, même s'il n'est pas de gauche, est très important. Je pense aussi que c'est un rôle essentiel du gouvernement de gauche de soutenir de tels médias. Les chaînes locales du Kerala sont également des créateurs de contenu. Elles ne se contentent pas de diffuser les chaînes grand public. Tout cela doit donc être soutenu. Il est important de comprendre que le système de communication a totalement changé. Absolument. La gauche était autrefois la meilleure, la plus avancée en matière de communication dans les années 1950, 1960 et 1970. Aujourd'hui, toutes ces méthodes ont disparu. Et si l'on n'apprend pas les nouvelles techniques, on sera laissé pour compte. Il vaut donc mieux apprendre vite. Mieux vaut apprendre vite. Nous allons en rester là. Dr Thomas Isaac, ce fut un immense plaisir et un privilège de vous interviewer. Merci beaucoup pour votre temps. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.